Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Aujourd'hui, nous parlons souveraineté numérique à travers la blockchain et les crypto-monnaies. Nous sommes en compagnie comme chaque semaine, de Thibaut Boutroux, mon acolyte, et avec notre invité de la semaine, Fabien Hofrechter, directeur de Havas Sovereign Technology. Donc, blockchain, bitcoin, mining, finance décentralisée, métaverse, et aujourd'hui, un zoom sur ce que l'on appelle la souveraineté numérique. Aujourd'hui, donc, nous recevons Fabien Hofrechter, directeur de Havas Sovereign Technology, qui vient de publier le rapport Europa Nova, intitulé « Pour une souveraineté numérique européenne ». Pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, Fabien, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que la souveraineté numérique et tout ce que ça recoupe ? Est-ce que si je te dis RGPD, CNIL, euro numérique, propriété de données personnelles, est-ce que ça recoupe quelque part un peu tout ça ? Tout ce qu'il y a dans le numérique, oui, recoupe la question de la souveraineté. La souveraineté, c'est à la fois le besoin d'indépendance de tous les États et le besoin, ou plus exactement la nécessité, vraiment de concilier cette indépendance avec la notion d'attractivité. Se protéger tout en étant attractif, c'est toujours le problème. C'est pour ça qu'il faut avoir les bons outils. Sur les datas, le RGPD est un outil qui permet de protéger son indépendance, protéger sa souveraineté, tout en restant évidemment suffisamment attractif vis-à-vis des acteurs qui, étrangers ou français d'ailleurs, peuvent quand même bénéficier de ce cadre et parce qu'ils protègent les citoyens, les utilisateurs, rester de manière très actée, très ancrée, sur le territoire. Très bien. Alors, on va revenir sur tous ces sujets-là avec plein de détails et d'exemples, évidemment. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots quel est le rôle de Havas Sovereign Technology et pourquoi est-ce que vous avez réalisé ce rapport ? Tout simplement, Havas Group est connu pour être une agence de communication et de publicité. Mais au sein du groupe, nous avons la capacité de faire de l'incubation de projets, du développement technologique. Nous avons plus de 800 développeurs à la maison, ce qu'on ne sait pas forcément. Et puis au-delà, nous avons la capacité de faire du conseil stratégique, de l'accompagnement sur les logiques d'investissement sans investir nous-mêmes, et puis bien entendu quand même de la communication et du marketing. Et nous mettons tout ce savoir-faire de bout en bout à disposition de nos clients, que ce soit des grandes entreprises, des grands comptes, que ce soit même des gouvernements, des acteurs de manière très différente, start-up, PME, etc., pour les accompagner en particulier sur les technologies de pointe. Donc évidemment, blockchain, crypto, NFT, parce qu'on adore ça, mais aussi le reste, quantique, IoT, IA, etc. Merveilleux incubateurs, en fait. Notamment, voilà. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner sur ces sujets qui sont émergents. Bien sûr, c'est pas nouveau, les questions de souveraineté numérique, mais en ce moment, la question refait surface parce qu'il y a un besoin de rester compétitif, en particulier en Europe, mais aussi en France. Et dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, et puis bien entendu de la campagne électorale, ces sujets refont surface et il faut se préparer parce que le digital va plus vite que jamais, encore pire dans l'écosystème blockchain, et il nous faut donc préempter la situation et se préparer pour se protéger, évidemment. Alors, nous ici, donc on essaie de faire comme le focus sur la blockchain et les cryptos. Et il y a un élément qui est au cœur de tout ça, c'est le fameux euro numérique ou euro digital dont on entend beaucoup parler. Dans ce rapport, vous lui consacrez toute une partie que tu qualifies d'ailleurs l'enjeu du siècle. Ça serait intéressant de revenir sur ce sujet-là parce qu'il est assez controversé. On entend beaucoup de choses. Pourquoi tu le qualifies d'enjeu du siècle ? Parce que c'est un terme qui est quand même assez fort. Bien sûr, mais aujourd'hui, la question de la crypto-monnaie... Excusez-moi, est-ce qu'on peut d'abord redéfinir ce que c'est que l'euro numérique avant d'expliquer son importance ? Est-ce que tu passerais par cette étape-là ? Bien sûr. Un euro numérique, c'est tout simple, c'est la capacité de passer de la monnaie physique à la monnaie digitale. Mais bon, c'est rien de nouveau en fait, puisqu'aujourd'hui on paye déjà en carte bleue, on paye déjà par virement. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous faites des transactions, vous le faites sans avoir de la visibilité sur ces transactions. Vous avez les transactions qui sont inscrites seulement sur les registres bancaires. Il faut faire confiance aux différents intermédiaires. La banque de retail, votre banque, la banque centrale, la banque qui est en l'occurrence en Allemagne à Francfort. C'est pas grave. Aujourd'hui, on fait confiance à l'Europe, on fait confiance aux institutions. Mais il y a des limites. Et une de ces limites, c'est probablement le fait qu'on n'a pas la capacité de bout en bout de tout voir, tout en transparence. Et là, la crypto-monnaie facilite même ce système. Par ailleurs, le fait que ça soit une monnaie numérique, ça a beaucoup d'avantages. Déjà, ça permet de mieux se brancher sur des outils du quotidien.
Je vais prendre un exemple, par exemple en Chine. En Chine, la crypto renminbi, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe déjà. Eh bien, ça permet de bancariser, entre guillemets, des applications de la vie quotidienne comme Alipay ou WeChat Pay. Bon, on pourrait imaginer demain, ce qu'avait imaginé d'ailleurs Facebook avec Libra, d'avoir la capacité d'échanger de la valeur sur des messageries. Cette question, elle est essentielle, c'est vraiment un enjeu essentiel puisque c'est la notion même de banque qui est en train d'être radicalement révolutionnée. Qu'est-ce que c'est être une banque? Est-ce que c'est être un moyen de paiement? Eh bien non, plus maintenant, parce que l'euro numérique arrive, et en tout cas dans les autres pays, les monnaies nationales digitales sont en train d'arriver. Et puis de l'autre côté, on revient peut-être aux fondamentaux du côté des métiers bancaires, à savoir stocker l'argent, et ça reste quelque chose d'essentiel depuis le Moyen-Âge, voire avant. Et puis aussi le conseil. Et ça, c'est aussi ce qui permet de donner de la valeur au monde bancaire, et donc d'une certaine manière de les rassurer, puisqu'on n'est pas sur une désintermédiation des banques, on est sur un repositionnement, une retransformation des banques, qu'ils se consacreront sans doute demain plutôt à du conseil en investissement ou sur d'autres sujets, tandis qu'on aura la possibilité pour chacun de mieux s'approprier sa monnaie. En fait, on est en train de désintermédier les banques dans les flux, et donc les banques vont retrouver un autre métier, ou vont devoir développer un autre métier qui est celui du conseil et d'organiser la distribution de l'argent. Si je faisais un parallèle avec ce qu'on fait bien chez Havas, l'achat d'espace, demain l'achat d'espace, ça va être des intermédiaires. Ça va l'être. Tôt ou tard, tous les métiers d'intermédiation finiront par être désintermédiés par la technologie. Ça prendra peut-être du temps, mais c'est déjà en train d'arriver. Mais par contre, c'est une chance parce que la vraie valeur, c'est quoi pour une agence qui fait de l'achat d'espace? C'est pas acheter l'espace. Ça, la machine pourrait presque le faire déjà aujourd'hui. C'est le conseil déjà. Donc ça redéplace la valeur. Et cette question de déplacer la valeur sur tous les métiers de l'intermédiation, ça permet de s'interroger. On s'interroge sur les métiers de la banque, on s'interroge sur les autres métiers. Alors en plus, sur la question de l'euro numérique, évidemment, il y a toute la question de souveraineté, puisque c'est plus fluide, c'est 24/24, on passe pas par des banques qui peuvent être fermées ou ouvertes, c'est vraiment la capacité de la digitalisation à 100% de la monnaie. Alors, je reviens à la question que posait Thibaut. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu aussi fort que celui-là? Pourquoi est-ce que c'est l'enjeu du siècle? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord si on ne pense qu'aux liens interbancaires. Aujourd'hui, lorsque j'envoie de l'argent d'une banque A à une banque B, eh bien, la traçabilité pour le consommateur, enfin pour le client, elle n'existe pas. Puis au-delà, on n'a pas toute la capacité de vraiment saisir les transactions. On voit pas tous les intermédiaires, on voit pas qui ponctionne quoi, d'une certaine manière. Donc, si on n'a pas la capacité, la connaissance de la totalité de la chaîne de valeur, eh bien, on perd cette valeur. Là, on a la connaissance de la valeur et on peut en plus indirectement brancher ces dispositifs sur des produits banquiers. Parce que je pourrais visualiser ce qui se passe dans la blockchain et Absolument. donc je verrai à chacune des étapes des transactions qu'est-ce qui a été prélevé par qui. Tout à fait, mais ça c'est la première étape seulement. Ouais. La deuxième étape, c'est certainement le vrai enjeu du siècle, c'est quand ça va se démocratiser. Et d'une certaine manière, que la monnaie, elle ne sera plus stockée seulement chez les banques, mais sur d'autres types d'outils qui seront peut-être d'ailleurs mis à disposition par les banques, puisque je pense qu'elles franchiront le cap évidemment assez vite. Et ça permettra à chacun de se réapproprier la valeur, de repenser la valeur et d'une certaine manière d'avoir la même capacité avec sa valeur numérique de dépenser son argent qu'on l'a avec de la monnaie physique. Et pourquoi est-ce que ça a un tel enjeu géopolitique? Et moi, je vais plus rebondir, c'est quoi en fait le risque de manquer ça ou d'être en retard là-dessus? Parce qu'on voit que la Chine est déjà bien avancée sur ce sujet. Les États-Unis indirectement, mais parce qu'ils ont d'autres actifs et le dollar est déjà bien représenté dans ce monde-là. L'euro y est très peu. On a une Europe qui s'affaiblit un peu. C'est quoi justement le risque de pas y aller, où là aujourd'hui on parle d'un euro numérique peut-être 2024, 2025. C'est bientôt, mais c'est en même temps très tard par rapport à la vitesse de la techno. C'est quoi justement le risque de pas y aller ou d'y aller trop tard? L'euro numérique, contrairement aux autres crypto-monnaies, même s'il existe des crypto-monnaies de toutes les tailles et de tous les styles, il n'est pas volatile, il est stable. Et ça déjà c'est quelque chose d'important. Stable, ou plus exactement, stabilisé sur la valeur de l'euro, qui n'a pas une valeur stable par ailleurs. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir, en effet, il existe déjà des monnaies qui sont des cryptos renminbi, des cryptos nationales, et aujourd'hui, il y a trois choses qui se cachent derrière, trois risques. Le premier, c'est un risque technologique. C'est on perd malheureusement du temps sur la connaissance, sur la R&D, sur la régulation, sur l'accompagnement des acteurs à se familiariser avec la technologie. Et on perd beaucoup de temps. Quand je dis beaucoup de temps, c'est qu'il y a déjà énormément de pays qui ont franchi le cap. On a vraiment déjà du retard. Et indirectement des acteurs aussi, parce qu'il y en a qui quittent le territoire du coup. Complètement.
La deuxième chose, c'est tout bête, c'est qu'au-delà de ce temps qu'on perd, eh bien, on perd des marchés entiers. Pas seulement parce qu'il y a des acteurs qui s'en vont, c'est vrai, c'est le cas, et malheureusement, il va falloir qu'on arrive à travailler à les faire revenir. Mais aussi parce qu'on perd, à cause de cette connaissance, en émergence de nouveaux acteurs. Puis la troisième chose, c'est qu'on est plutôt pas mauvais en France, faut le reconnaître, pour attirer des géants sur le secteur blockchain. On n'est pas à la ramasse, mais on pourrait encore faire mieux. Et je pense qu'on a besoin de capitaliser sur notamment une force qu'on a, à savoir celle de la régulation, pour essayer d'attirer ces acteurs. Si on rate, par contre, le coche de l'euro numérique, eh ben, ils s'en iront. Alors, moi, j'ai une question en marge de cette discussion. On parle beaucoup dans cette émission de la décentralisation et de l'intérêt de ces blockchains décentralisées. Or, si j'ai bien compris, l'euro numérique, il tourne sur une blockchain privée. En tout cas, sur une blockchain qui est régulée par un opérateur. Est-ce que c'est compatible avec l'émergence des cryptos et comment est-ce qu'on fait cohabiter ces deux mondes ? Aujourd'hui, il existe des crypto-monnaies de tous les styles pour tous les besoins, j'ai envie de dire. L'euro numérique, sa forme, elle n'est pas figée. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui essayent de structurer cet euro numérique, qui travaillent d'ailleurs en même temps, ensemble, mais de manière séparée. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est que l'euro numérique, on ne sait pas aujourd'hui s'il sera vraiment public, vraiment privé. Bon, fort à parier qu'il sera dans un premier temps complètement sur des blockchains fermées, autrement dit sur des infrastructures en effet centralisées. Pourquoi ? Parce que c'est plus rassurant pour tout le monde pour faire des tests au moins dans une étape 1. Après, dans des étapes 2, rien n'indique qu'il ne sera jamais public. Et en l'occurrence, il est probablement souhaitable qu'il le soit à terme, puisque sinon, eh bien, il ne sera pas compétitif face à d'autres crypto-monnaies et donc il n'aura aucun sens. Alors, en fait, on a rapidement parlé de Facebook, ou plutôt de Meta tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Comment est-ce que concrètement, et là c'est à l'homme d'Havas que je parle, on fait pour élaborer une stratégie pour que cette monnaie numérique que l'on développe en France, en Europe, soit compétitive par rapport au yuan ou au dollar ? Alors d'abord, quel est l'enjeu à l'échelle internationale ? Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour gagner cette compétitivité, cette compétition ? Eh bien déjà, on essaye de ne pas se prendre les mauvais combats. En Europe, on est très fort pour aller sur les mauvais combats. Et en l'occurrence, le combat de l'euro numérique, c'est un mirage. C'est le mauvais combat. Et l'exemple de Libra avec Meta l'illustre et l'incarne parfaitement. L'euro numérique, on s'en fiche. C'est pas l'euro numérique, c'est pas le projet d'euro numérique qui compte. Le vrai projet qui compte, c'est ce qui permet d'accueillir cet euro numérique, de le gérer. Autrement dit, les porte-monnaies numériques. Et c'est ça la clé. Et d'ailleurs, on le voit bien avec Libra outre-Atlantique. Il y avait combien de personnes qui étaient recrutées sur Libra ? Personne. C'était domicilié à Genève, il n'y avait rien. D'ailleurs, le projet est abandonné. Par contre, bizarrement, les milliers de personnes qui ont été recrutées par Facebook sur ce projet, c'était pas pour Libra, c'était pour Calibra, qui est devenu Novi, le wallet. Autrement dit, cette capacité d'avoir la banque et non pas la monnaie. Et la vraie souveraineté, elle est sans doute dans le côté banque et pas côté monnaie. Alors, en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que ce qui est important dans ce projet, c'est pas la devise dans laquelle on traite les opérations, et finalement on se fiche que demain on traite, et c'est très significatif ce que tu nous dis là, tu es en train de nous dire finalement on s'en fiche de traiter en dollars, même en Europe, on s'en fiche de traiter en yuan, ou en bitcoin, ou en... Ce qui compte, c'est d'avoir des réceptacles pour stocker cet argent, pour pouvoir monter, développer des projets et développer l'économie. En partie, c'est-à-dire que bien sûr que la monnaie, avoir une monnaie, oui, la souveraineté numérique, c'est quand même important. Absolument. Évidemment que c'est important d'avoir une monnaie nationale, parce que sans monnaie, pas de souveraineté. Mais c'est pas suffisant. Et d'une certaine manière, c'est probablement la partie la plus facile. Faire une monnaie numérique, n'importe qui peut la faire en un quart d'heure. Moi, je vous la fais pour n'importe quel client. C'est pas dur, ça coûte quasiment rien. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'après, il faut une communauté pour l'utiliser. Et pour avoir une communauté pour l'utiliser, il faut ces porte-monnaies numériques. Et ces porte-monnaies numériques, aujourd'hui, ils n'existent pas. Et pire, on n'a pas les cadres juridiques. Demain, lorsque vous aurez des porte-monnaies numériques, par exemple celui de Facebook, vous pourrez stocker des crypto-monnaies. Vous pourrez stocker des tokens, y compris des NFT. Et les NFT, je rappelle, sont les clés qui permettent d'ouvrir les portes du métaverse. Meta, Facebook, qui devient Meta. On voit bien le chemin. Or, aujourd'hui, quand je vois que cet après-midi, le Parlement européen, en plus, a voté une loi qui ne va pas dans le bon sens sur les porte-monnaies numériques, on voit bien qu'il y a un manque de compréhension. Il est temps que les politiques prennent en main les sujets
de souveraineté Alors numérique là, je dans vais jeter l'écosystème un pavé blockchain. dans la mare, mais pourquoi est-ce que ça va pas dans le bon sens? Si on est tous d'accord pour dire qu'il faut de la régulation, si on est tous d'accord pour dire qu'il faut une adoption de masse, pourquoi est-ce que mettre un cadre légal que tu vas nous redécrire, qui finalement va poser le cadre de détention d'un wallet, donc permettre sa diffusion de masse, pourquoi est-ce que c'est contradictoire avec le fait de pouvoir développer ces portefeuilles, justement? Je pense Alors, qu'aujourd'hui... quel était l'enjeu de la discussion d'aujourd'hui déjà, et pourquoi est-ce que y a un débat autour de ce thème? Aujourd'hui, le débat, honnêtement, il n'a pas lieu d'être. C'est juste une mauvaise compréhension de l'écosystème blockchain. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un écosystème qui est neuf. Ce sont des sujets qui sont compliqués. Il y a peu d'experts. Je suis pas expert. On a juste de l'expérience. Mais aujourd'hui, malheureusement, les pouvoirs publics n'arrivent pas à s'emparer des sujets de technologie de pointe parce que soit ils parlent aux ingénieurs, soit ils parlent à des geeks et ils n'arrivent pas, du coup, à comprendre l'intérêt. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus dans une position de pouvoir parler qu'à ces communautés. C'est des sujets grand public. Ce sont des sujets politique, voire géopolitique. On a des sujets de souveraineté qui y sont liés. Alors, attends, si j'ai bien compris, l'enjeu d'aujourd'hui, c'était de dire, si j'ai un wallet, c'est-à-dire un coffre-fort électronique pour émettre mes monnaies numériques, il faut que, pour pouvoir ouvrir un wallet, il faut que je déclare mon identité. Bon, mais c'est pas complètement aberrant en fait. Qu'est-ce qui vous choque tous les deux dans cette étape nécessaire à... Moi, quand je vais à la banque et que je demande à ce qu'on m'ouvre un coffre-fort, on me demande ma pièce d'identité pour ouvrir un coffre-fort. Je peux pas anonymement mettre quoi que ce soit dans un coffre-fort dans une banque. Qu'est-ce qui est choquant dans le fait qu'il faille décliner mon identité pour avoir un coffre-fort numérique ? Moi, c'est pas tant sur cet aspect que c'est bloquant. D'ailleurs, la problématique du KYC, KYB, enfin toutes les problématiques d'identification, c'est jamais un vrai problème à l'entrée à partir du moment où tu as une expérience utilisateur qui est fluide dans ce processus. Ça, c'est pas un problème. Ce qui pose problème, c'est la dimension un petit peu plus de liberté et d'avoir un espèce d'espionnage sur tout ce que tu vas faire. Aujourd'hui, on va pas scruter toutes tes dépenses, mais demain, il faut pas que ce soit non plus le cas parce que sinon tu remets en cause certains autres principes de liberté. Et en l'occurrence, c'est le vrai problème qui est déjà apparu en Chine, par exemple. À partir du moment où vous avez des crypto-monnaies qui sont nationales, le risque, c'est qu'en effet, l'État ait la connaissance totale de la totalité de vos achats et même au-delà, puisque ce que je disais, c'est que ça peut être des crypto-monnaies, mais même des tokens. Et en Chine, on voit bien que les points des permis à points sont des tokens et que tout est lié. Si je perds des points, si je perds des tokens sur mon compte, je n'ai plus accès à des services, j'ai plus accès à la part entière de ma citoyenneté. Donc derrière, l'enjeu de souveraineté, il est très très fort. Mais alors, est-ce que dans ce cas-là, il faut vraiment se battre pour avoir, à l'échelle individuelle, un euro numérique ? Parce que si on part du principe, j'essaie de comprendre la logique, mais si on part du principe que cet euro, il est construit sur une blockchain privée, si on part du principe que chacune des opérations que j'y réalise est traçable, moi, individu, est-ce que j'ai vraiment intérêt à détenir cet euro numérique et à payer avec ? L'euro numérique, il existe déjà. C'est sa forme, c'est sa structure qui compte. Aujourd'hui, l'euro numérique, il existe. Quand je fais un virement bancaire, c'est déjà numérique. J'ai déjà pas besoin d'avoir un billet euro. Mais la question, c'est quelle est sa structure, quelle est sa traçabilité, quelle est sa fiscalité, quel est le cadre qui doit l'entourer. Aujourd'hui, il est temps qu'on identifie certaines technologies de pointe, et en particulier les crypto-monnaies, comme des moteurs de croissance. Des moteurs de croissance qui vont donner une impulsion pour la structuration par ailleurs d'un pôle d'excellence à l'échelle continentale. Ça, c'est une urgence. Sans quoi, on va encore rater la marche, on va rater un essor qui serait conséquent, qui serait un moteur d'attractivité, pas seulement à l'échelle nationale, mais à l'échelle européenne, et puis à une échelle plus petite, des collectivités qui me tient évidemment à cœur. On a besoin aujourd'hui d'avoir des cadres, que ce soit pour les tokens, pour les NFT, qui sont des catégories de tokens, ou même au-delà pour les crypto-monnaies. On a des questions qui se posent sur la fiscalité et il est grand temps que les pouvoirs publics se saisissent de ces sujets. C'est urgent. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, nous avons plus de 7% des Français à peu près de mémoire qui ont déjà des crypto-monnaies. Donc, leur dire que de toute manière, on s'en occupe pas, c'est pas possible. La réalité, elle est là. Donc, soit les pouvoirs publics s'emparent de ces sujets, soit on dit que la souveraineté numérique et financière d'une certaine manière, eh bien, elle doit être cadrée. Et la plupart des acteurs des crypto-monnaies sont prêts à être encadrés. Ça rassure d'être encadré. Ça permet de croître mieux d'être encadré. Mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, pas par des pouvoirs publics qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Une dernière question avant qu'on se quitte et de laisser la conclusion à Thibaut. Est-ce que tous les protagonistes, j'allais dire, les candidats à l'élection présidentielle se sont saisis du sujet et ont tous un programme concernant les cryptoactifs ? Moi, ce que je constate surtout, c'est qu'il y a eu un très très gros travail qui avait été fait par un député français, Pierre Persson, qui avait identifié des moteurs
pour pouvoir améliorer les cadres en termes de régulation en France, pas en Europe. Et il avait identifié les choses. Il y a certains candidats qui, de manière très opportuniste, ont essayé de se ressaisir, de copier-coller et d'avancer. Pour moi, c'est pas ça. Il faut des vraies mesures fortes. Le prochain quinquennat sera le quinquennat de la régulation, clairement, des NFT, des tokens, du métaverse. Il est temps que les pouvoirs publics s'en emparent vraiment. Thibaut, une rapide conclusion. Ouais, en rapide conclusion, ce qui est intéressant là dans cette campagne, c'est que on n'a vu aucun, en tout cas, candidat s'opposer ou dire du mal de tout cet écosystème. Et ça, c'est déjà un bon point positif parce qu'ils ont compris que c'était un sujet, que ça tenait à cœur aux gens et que du coup, s'ils en parlaient, il fallait en parler correctement et en tout cas, il fallait pas en parler mal. Bon, on arrive au terme de ces échanges. Merci beaucoup Fabien Hofrechter. C'était super intéressant. On va suivre ces évolutions avec beaucoup d'attention. Merci Thibaut de nous accompagner de ton éclairage sur ces sujets passionnants semaine après semaine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous chaque semaine à l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de crypto vont changer notre monde. Et en attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio et de Parlons Crypto, chaîne auxquelles évidemment vous n'oublierez pas de vous abonner. À la semaine prochaine Thibaut. À la semaine prochaine. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.